suis Sébastien Dupré, je m'occupe ici de tout ce qui touche au développement et au marketing et à la communication d'entreprise et cité. Et j'animerai avec Thomas cette rencontre. Et je passe la parole à Jean-Pierre Le Tartre, qui est le président d'entreprise et cité, qui va nous dire les mots de bienvenue. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, merci d'être là. Vous êtes ici dans une maison entrepreneuriale, d'entrepreneurs, qui a des racines très, très anciennes, hein, puisque quand on refait l'histoire, vous avez sur vos chaises quelques éléments qui synthétisent à la fois notre histoire et notre vocation. On date d'avant-guerre, hein. Donc, vous voyez, ça date depuis longtemps. Mais au fond, c'est une maison qui a toujours été convaincue que le rapprochement des mondes était créateur de richesse. Et que donc, il fallait plutôt être dans la coproduction, dans la co-réalisation, dans la collaboration pour créer de la valeur ajoutée. Et au fond, c'est toujours bien vrai aujourd'hui. Et encore plus peut-être qu'hier. Et donc, si la collaboration, elle était d'abord entre les entreprises, dans nos premières années de création. Après, elle était avec, bien sûr, les syndicats. Et puis après, elle était avec l'État, l'enseignement. Et maintenant, on veut une coopération avec tout le monde. Et c'est ça qu'on veut faire. Parce qu'on pense, et vous verrez, c'est notre nouveau motto, hein, qu'on est là pour agir pour les réussites, avec un S, c'est-à-dire pas uniquement financière, mais aussi environnementale, sociétale, indissociable de l'entreprise et du territoire. C'est-à-dire que l'entreprise et les acteurs du territoire doivent coopérer. Et, bien entendu, coopérer avec les universités, avec le secteur de la santé, c'est essentiel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons soutenu ce projet d'entreprendre en santé. Alors, en plus, c'est un projet qui nous était présenté peut-être avant le confinement, hein. Je dirais qu'aujourd'hui, il a encore plus d'actualité. On pense effectivement que il faut mêler à la fois les grands experts, les spécialistes des questions de santé avec, au fond, les convictions, les comportements, la foi des entrepreneurs pour créer effectivement des entreprises. Et on a beaucoup d'entreprises qui l'ont démontré. Donc, je suis ravi d'être là parce que c'est la réalisation concrète de notre vocation. Et donc, merci bien sûr à Étienne, hein, Vervague de Rasanté. Je pense que tu étais à l'initiative, c'est toi qui as été le trigger, comme on dit, de cette opération. Merci à Séverine Casalis, qui est VP de l'Université de Lille, parce qu'elle a tout de suite, et l'université a accepté ton projet de travailler, et à Thomas Morgenroth, je ne sais pas si on le dit comme ça, merci Thomas, de la faculté de pharmacie, qui effectivement sont venus voir le monde entrepreneurial que je représente ici pour travailler ensemble et contribuer à cette formation d'entrepreneurs en santé, formation qui permet à des entrepreneurs de trouver des opportunités de développement dans le domaine de la santé, et Dieu sait s'il y en a, ou des chercheurs, des professeurs, des experts du monde de la santé, de créer leur entreprise. Voilà, on va en savoir plus aujourd'hui. Vous avez 3 ans d'expérience maintenant, hein, je crois, Étienne. On va pouvoir vous dire ce qui s'est passé et comment faire plus et mieux aujourd'hui dans un monde où la santé, d'ailleurs, si j'ai encore une... Ah non, parce que je vais parler après, donc il faut que je m'arrête, c'est ça. Mais quand même, je vais vous dire, où quand même, vu de l'entreprise aujourd'hui, la santé est devenue un élément clé dans les sujets de l'entreprise. Au fond, avant, je dis souvent, on avait pour un chef d'entreprise, il y avait les questions de santé qu'il générait, les accidents du travail. Voilà. Maintenant, il y a la question de santé qu'on importe. C'est l'exemple de ce qui nous est arrivé avec la Covid. Et que donc aujourd'hui, le risque sanitaire est un risque important à prendre en compte dans le management et de nos entreprises et pour un chef d'entreprise. Voilà. Je m'arrête là, puisque j'ai promis de m'arrêter, et je te laisse la parole. En tout cas, merci d'être là. Donc, il y a ça, et puis après, il y a un verre. Hein. J'ai vu qu'il y avait un tirage à pression. Donc, on est bien dans notre région. Alors,
Vas-y, je te laisse la parole. Merci Jean-Pierre. Tu peux rester là et t'installer puisque tu vas participer à la Je vais première garder le table micro ronde. pour les questions Ouais, d'hygiène. Hein, voilà, c'est ça. devant cette assemblée, je vais faire attention Oui. aux mesures sanitaires. Et je propose à Étienne de nous rejoindre et Séverine, si tu veux bien nous rejoindre. On va commencer par cette première table ronde. Et peut-être je vais vous dire 2-3 mots sur le programme pour que vous sachiez ce qu'on va faire tous ensemble. En fait, ce programme se résume en 3 mots, 3 tables rondes. Une première table ronde où on va plutôt parler de coopération. Une deuxième table ronde où on va plutôt parler de valorisation, valorisation de la recherche pour faire émerger des startups. Et une troisième table ronde où on va parler de réussite, puisque finalement, on va se demander c'est quoi les bons ingrédients pour réussir dans ce marché-là. Voilà. Et normalement, à 19h30, on pourra boire un coup ensemble, tout en respectant les gestes barrières, évidemment. Voilà. Bah, vous pouvez vous installer. Hein, on est là pour un quart d'heure ensemble. Je crois que voilà, vos titres et qualités sont affichés ici sur l'écran, mais j'imagine que chacun vous connaît. Cette coopération d'institutionnels ensemble, Étienne, moi je vais me tourner vers toi. Si déjà tu peux nous rappeler quelques chiffres sur la filière, j'ai vu que la Voix du Nord t'avait bien communiqué, puisque sympa, tu m'as aidé à préparer finalement la conférence, puisque pour ceux qui ne sont pas spécialistes, On l'a fait pour toi. Ouais, c'est gentil, ça m'a aidé. Voilà, si tu peux redonner quelques éléments justement sur la filière NSL, comme on dit. Alors, la santé dans la région des Hauts-de-France, c'est un peu plus de 1000 entreprises qui emploient 32 000 personnes. Et c'est aussi un secteur dans lequel, depuis un an, depuis la crise Covid, on a vu se multiplier les projets d'investissement industriels ou de recherche et développement. Si on se centre sur les projets d'investissement industriels, c'est un peu plus de 40 projets qui mobilisent 1,4 milliard d'euros d'investissement. J'ai eu un coup de fil de journalistes économiques qui me disaient « Mais comment vous êtes arrivé à ce chiffre? C'est pas possible. » Mais si, c'est possible. Et 3300 emplois créés en plus de ces 32 000. Donc vous voyez qu'il y a un momentum autour de la santé aujourd'hui dans la région, ce qui fait dire que entreprendre en santé, c'est ici et c'est maintenant. C'est ici parce que notre région a des atouts, elle a une communauté économique et industrielle extrêmement forte, caractérisée par cette tonicité d'investissement industriel. Et c'est maintenant parce que on bénéficie dans ce domaine de la santé d'une prise de conscience depuis la crise Covid de la place toute singulière des activités économiques et industrielles en santé pour assurer à la fois le développement économique de notre pays, mais aussi sa souveraineté. Et c'est cette prise de conscience, en fait, qui a ouvert beaucoup de lignes de financement qui facilitent, c'est très clair, les trajectoires entrepreneuriales qui vont permettre aussi d'accéder à des financements beaucoup plus nombreux, beaucoup plus riches. Donc c'est maintenant que ça se joue. Et donc se mobiliser en mode entrepreneurial à Lille, allez-y. Et autre message, je pense que entreprendre en santé, puisque c'est ce dont on parle ce soir, à première vue, ça pourrait apparaître comme une affaire de surspécialiste. Alors, je vais me lancer dans une boîte de santé, mais attendez, j'ai pas un doctorat en biologie moléculaire ou je suis pas MD, PhD. Eh bien, nous, ce qu'on constate, c'est que beaucoup des grands succès de notre filière sont permis par le fait qu'à la tête de ces entreprises, en lancement puis en développement, on y trouve un duo formé d'un scientifique ou d'un technologue et d'un ingénieur et d'un manager. Et ce manager, dans la plupart des cas, a été véritablement profane du secteur. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour vous dire, si vous êtes tenté par ce secteur-là, ne venez pas croire que c'est une affaire de spécialistes, que c'est réservé juste à des gens qui ont des états de service en termes de formation longs comme le bras. Non, c'est pas vrai. Et je fournirai des exemples tout à l'heure. Alors j'en profite aussi pour remercier de votre accueil à Entreprises et Cités, et donc représenté par Jean-Pierre Letarte, et puis remercier aussi de leur soutien, à la fois la Fondation Entreprises et Cités, qui a répondu présent à l'appel qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans, qui a consisté à dire on a dans notre région énormément de projets de création d'entreprises qui se lancent. On n'a jamais eu autant de capitaux disponibles qu'aujourd'hui, et c'est encore plus vrai 2 ans après. Ce qui nous manque, le goulet d'étranglement, si vous voulez, qu'on rencontre, c'est celui du shortage, du manque de profils entrepreneuriaux pour
incarner ces projets de création d'entreprise qu'on voit croître dans notre stock de projets d'incubateurs. Il y a 2 ans, on avait à peine 50 projets en cours d'incubation. Aujourd'hui, on est à près de 100. Donc, vous voyez qu'il y a une dynamique aussi qui s'opère. Mais pour beaucoup de ces projets, ce qui nous manque, c'est le profil entrepreneurial qui va pouvoir cheminer avec son alter ego scientifique, technologue, pour faire en fait de ces idées naissantes des succès. Voilà en fait ce que je voulais vous dire, mais je vais essayer de pas être trop long puisque C'est top parce qu'avec toi, il n'y a pas besoin de poser de questions en fait. Tu réponds à toutes les questions que j'avais pas voilà, envie de te poser. Donc et je ne répondrai pas à celles que tu poses, donc voilà. On se connaît bien, donc excusez-nous. Peut-être Séverine, et puis après Jean-Pierre, tu pourras peut-être compléter l'importance de l'entrepreneuriat dans l'insertion professionnelle et les outils de l'université là-dedans. C'est ça l'enjeu pour vous en fait. Oui, c'est ça. Il y a effectivement plusieurs niveaux. D'abord, l'université, elle souhaite sensibiliser et former les étudiants à l'entrepreneuriat. Il y a une question évidemment de débouchés professionnels, mais il y a aussi une question du positionnement de l'université dans son territoire, où l'université a envie d'être actrice, a envie de développer des emplois sur son territoire. Ça, c'est vraiment une mission de l'université. Donc, il y a ces deux volets finalement. Et donc, on peut dire plusieurs niveaux. D'abord, il y a la sensibilisation à l'entrepreneuriat indépendamment, je dirais, de la science. Donc ça, c'est des outils comme Pépite, Bauhaus, etc., qui ont une action de sensibilisation pour tous les étudiants. Et puis, il y a cette question où là, on est sur les filières d'innovation, où il faut arriver à un maillage très subtil, Étienne l'a dit, de compétences où il faut sensibiliser des chercheurs, donc des gens qui ont une vocation à faire de la recherche, à l'entrepreneuriat. Alors là, ça devient très, très subtil. Et ce qui est très intéressant, ce sur quoi on travaille, et aussi notamment avec Eurasanté dans le cadre du programme SIA dont je parlerai, c'est cet aspect de rencontre, cet aspect de pluridisciplinarité, mettre ensemble des chercheurs, des gens des innovateurs qui veulent travailler sur la découverte, qui veulent travailler sur le produit, et puis des profils d'entrepreneurs, ceux qui ont la fibre entrepreneuriale. Et ça, cette rencontre-là, elle est décisive. Et donc, notre objectif, c'est effectivement de déployer des dispositifs qui permettent alors à cette pluridisciplinarité, en fait, de faire se rencontrer ces profils. Alors, on a des exemples, notamment dans la formation doctorale, avec le Challenge Doc, où les entreprises posent des défis, en fait, à des équipes pluridisciplinaires avec des vrais problèmes à solutionner. On a également, dans le cadre de la réponse à SIA, il y avait le Let's Grow Deep Tech, où on était sur un gros work package pour la formation doctorale. Et dans ce cadre-là, il y avait le Hipster qui existait avant, il a pu se déployer avec Eurasanté le Deepster, où là, sur plusieurs mois, on met des équipes pluridisciplinaires autour de projets, encore une fois, des défis posés par des entreprises. Donc là, c'est l'occasion aussi que se rencontrent et que puisse s'épanouir une forme d'accession au discours de l'autre. Je m'intéresse à quelque chose d'autre, voilà, parce que un chercheur, il peut avoir du mal à sortir de son milieu de recherche. Il faut absolument, dans le domaine de la santé, qui est quand même un domaine très pointu et qui est un domaine de pointe, donc on regarde évidemment, nous, à l'université, avec beaucoup d'intérêt sur la région, puisque c'est vraiment un secteur... il faut aussi que les entrepreneurs aient une culture de ce domaine-là. On ne peut pas arriver dans le domaine sans culture. Voilà, donc cette rencontre, pour nous, elle est tout à fait décisive et à nous d'organiser, disons, les dispositifs qui permettent ces sensibilisations et ces rencontres réciproques. Donc il faut qu'on continue les speed dating, qu'ensemble on invente des trucs pour que les gens se rendent compte, parce que c'est ça qui est important. J'ai une question à Séverine, je te vois, voilà, mais je vais te passer la parole. Mais, en préparant avec Thomas, et je te remercie Thomas parce que tu m'as ouvert les yeux, vous savez les professeurs Fruchard, Tartare, ceux qui étaient les pionniers finalement de ce monde de la recherche,
qui, à l'époque, me dit-on, étaient considérés comme des gens qui avaient quelque part rompu le pacte. Tu seras scientifique toute ma vie, toute ta vie. Et non, je suis passé du côté du business. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de traître ou peu importe. Est-ce que ça a vraiment évolué, ou est-ce que dans ton univers à toi, c'est toujours une complexité pour quelqu'un qui est scientifique de dire bah non, je vais quitter cette ligne-là pour aller faire du business, donc pour faire du fric? Alors, pour répondre très directement, la ligne on ne fait pas de la recherche que pour faire de la recherche, cette ligne-là, cette ligne alternative, elle existe. Est-ce qu'elle est entendue par tout le monde, tous les collègues? Je n'irai pas jusque-là quand même. Il y a encore du travail à faire, très honnêtement. Voilà. Les chercheurs, il faut aussi comprendre, les chercheurs, c'est des passionnés. C'est difficile de dire, mais comment tu continues pas ma ligne? Enfin, voilà. Donc, il y a ça, et c'est une fibre particulière. Par contre, ce discours, quand même, alternatif, il s'étend, et puis bon, il gagne du terrain quand même. Mais je dirais pas que c'est gagné 100%, ce serait pas vrai pour l'instant. Et Étienne et Jean-Pierre, tu pourras compléter, parce que toi aussi, tu as le regard, j'ai envie de dire, du businessman. Mais toi, tu as plein d'exemples de gens qui ont franchi ce pas. Oui, et moi je pense que on a un sujet qui est celui de la santé où moi je trouve qu'il n'y a plus ces pudeurs, il n'y a plus ce manichéisme entre d'un côté ceux qui produisent des connaissances, de l'autre ceux qui produiraient de l'argent. Non, je pense que c'est connu et compris qu'il y a un écosystème qui est formé par la recherche académique, par les industriels, par les startups au milieu, par les investisseurs, et tout ça, ça forme en fait un maillage, une continuité, et c'est compris, c'est assumé dans le domaine de la santé de façon très générale. Ce que je voulais juste retracer aussi, c'est le moment initial où on a lancé cet appel. Il nous faut monter en puissance quantitativement et qualitativement sur le nombre de bio-entrepreneurs qui sont disponibles dans la région. On est allé chercher l'université, combien naturellement. On s'est tourné vers entreprises et cités, conscient qu'avec ces mots-clés, développement du territoire, attractivité, entrepreneuriat, on allait trouver un bon interlocuteur. Et puis, on s'est tourné vers la Fondation ICIT, parce que dans le projet de cette institution, il y a aussi, au cœur des préoccupations, la transdisciplinarité, la valorisation économique de la recherche. Et vous voyez, cette coopération interinstitutionnelle, elle a donné lieu à cette formation qui va connaître sa 3e promotion, qui va s'ouvrir dans 1 mois et demi. Tu nous en dis quelques mots? Alors, c'est une formation qui est fondée sur quelques credos, quelques convictions. La première, c'est que on aime que soit dans les mêmes bancs, les mêmes formations, et des gens qui viennent du milieu de l'entreprise et de l'industrie et qui viennent chercher dans cette formation une meilleure culture et compréhension, y compris scientifique, des enjeux de la santé, et des scientifiques qui viennent aussi chercher à s'acculturer à ce qu'est l'entreprise, à ce que sont ses enjeux de développement et de financement. Voilà, parce qu'on est configuré, programmé Eurasanté pour réunir ces mondes, les faire se dialoguer, les faire se frotter, les faire aussi définir des partenariats entre eux. Et dans cette formation, il y a aussi un autre credo qui est que on doit fournir à ces candidats bio-entrepreneurs la vraie bonne boîte à outils dont ils ont besoin. Et cette boîte à outils, quand on l'ouvre, il y a cette culture du secteur, il y a aussi le besoin d'accéder à des réseaux décisionnels dans le milieu des grandes industries de santé et dans le milieu des financeurs. C'est-à-dire que quand vous suivez ce DU, parmi les gens qui délivrent les cours, parmi les gens qui interviennent, eh bien, il y a ceux auprès desquels, demain ou après-demain, ces entrepreneurs vont venir présenter leur projet de création d'entreprise pour trouver des financements. Il y a ceux qui... J'ai vu dans la liste des participants qu'il y a quelques financeurs dans la salle, donc c'est bien, bien sûr, fais passer les messages. Ils sont partie prenante et on fait en sorte que ce soit le cas. Et puis le 3e credo, c'est que quand on veut mettre en place une filière d'excellence comme celle-là, il faut aussi pouvoir exposer, c'est formé dans ce DU, à la réalité internationale. Donc, on s'attache à ce que dans les témoignages d'entreprises, dans les grandes sociétés qui viennent témoigner, il n'y ait pas que des grandes sociétés de la région ou même de France, mais aussi d'autres pays, en fait, pour aussi bien comprendre la place qu'on occupe dans ce domaine-là. Je voudrais poser une question à l'entrepreneur Jean-Pierre Le Tartre. Toi, aujourd'hui, c'est quoi les aptitudes essentielles que tu ressens chez les entrepreneurs qui gagnent, qui réussissent?
Il y a des gens ici peut-être qui viennent du monde de la santé, qui ont besoin d'avoir quelques conseils. Qu'est-ce que tu leur dirais là-dessus? Dans ce monde compliqué, hein, évidemment. Oui, j'avais une petite remarque préalable, si tu permets. Après, je vais répondre. Je ne sais pas pour éviter ta question, je vais y répondre. Mais je veux dire, je crois qu'il faut que chacun dans cette salle, alors peut-être pour ceux qui ont déjà un certain âge, réjouissons-nous quand même de l'évolution culturelle incroyable qu'a connue notre pays. Vous entendre parler du rapprochement entre les entrepreneurs et les scientifiques, c'était inaudible il y a, allez, 10-15 ans. Inaudible. Il y avait les vertueux et les déviants dans votre monde. Je rappelle, Étienne, rappelle-toi, j'étais avec toi au tout début de Rassanté. Tu te rappelles, à l'époque, je travaillais sur l'île. Donc, et je me rappelle de discussions avec Fouchard et d'autres sur ces questions-là, très très bien. Donc, reconnaissons que culturellement, nous avons énormément progressé. Et ça fait plaisir quand même de se le dire. Vous savez, je raconte toujours une petite histoire très rapide. C'est il y a 25-27 ans, j'étais un des co-créateurs du prix d'entrepreneur de l'année chez EY, que vous connaissez, que Étienne connaît bien. Et à l'époque, quand on avait créé ça il y a 25 ans, mes associés m'avaient dit, mais est-ce que tu crées un prix pour les boîtes de BTP? Parce qu'il y a 25 ans, un entrepreneur, c'était que les boîtes de BTP. Quelque chose qui s'est sorti de la tête aujourd'hui. Hein. Mais et vous voyez, et cette évolution culturelle sémantique est très importante. Les mots sont importants pour comprendre la culture. Bah, aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans votre monde, où aujourd'hui, effectivement, la création de valeur par le mélange entre des compétences entrepreneuriales et la performance et la compétence scientifique sont clés. Donc ça, je voulais simplement dire ça parce que ça fait chaud au cœur, et ça fait d'autant plus chaud au cœur ça que dans cette période, j'aimais bien quand tu disais ici et maintenant, la question c'est que ici et maintenant, il se passe quelque chose d'absolument incroyable, qui est matérialisé d'ailleurs par le rebond de l'économie extrêmement fort, qu'on n'imaginait absolument pas il y a 1 an et demi, absolument pas. C'est parce qu'il y a une tendance de fond qui a été accélérée par la crise, c'est la rencontre entre justement cette soif d'entrepreneuriat et la rupture technologique qui amène l'innovation. C'est qu'aujourd'hui, on a deux tendances qui sont en train de comme deux rivières qui sont en train de se confluer, je dirais, entre d'un côté, au fond, une volonté d'entreprendre, la reconnaissance du rôle de l'entrepreneur. On le reconnaît maintenant. C'est plus quelqu'un qui fait que du fric. Il a aussi un rôle dans la société. On l'a vu pendant le Covid. Il a un rôle sociétal. Et puis, en même temps, des ruptures technologiques fortes, poussées par des tas de sujets. Que vous connaissez bien dans votre domaine de la santé, mais qui existent bien sûr dans le domaine du numérique. Bon, on ne va pas le détailler là, vous les connaissez. Et au fond, il y a cette rencontre. Et donc, c'est bien ici et maintenant qu'on va créer ces entreprises, qu'on va créer ces emplois, qu'on va créer cette richesse. Et c'est vrai que ici, dans notre région, au fond, la réussite de chacun des grands acteurs, je dirais d'un côté le public, de l'autre côté le privé, eh bien, ils sont en train de encore plus se rencontrer. Et donc, ça va créer cette réussite. Je veux dire, chacun sait que Rassanté, comme Euratech, c'est une initiative publique. C'est pas nous, les entrepreneurs, qui l'avons fait. Hein. Je veux dire les choses comme elles sont, hein, pas du tout nous. À l'époque, on était même plutôt à regarder ça d'un drôle d'air. Il faut dire les choses comme elles sont. Non, mais c'est vrai. Et donc, cette initiative publique, qui a rejoint, ou le privé soutient maintenant, hein, au même titre que l'excellence du CHU ou l'excellence de l'université, c'est bien la réussite du public. Non, mais c'est vrai, il faut dire ça. Eh bien, si elle rencontre la puissance entrepreneuriale de cette région, parce que cette région est très forte entrepreneurialement, eh bien oui, c'est bien ici et maintenant qu'on peut créer des belles entreprises, des champions de demain pour le monde, hein, pas que pour les Hauts-de-France. Donc je voulais vous dire ça parce que ça m'apparaît très fortement en vous écoutant. Maintenant, pour répondre à ta question, après ce petit message, si vous voulez, c'est toujours très compliqué de dire quelles sont les compétences d'un bon entrepreneur, etc. D'abord, c'est outrecuidant de dire comme ça, de déclarer ça. Mais j'ai envie de vous dire l'humilité et l'écoute.
Vous savez, je pense que dans la complexité du monde, le plus important, c'est la capacité d'écouter ce qui se passe. Et cette capacité d'écouter ce qui se passe, ça veut dire une certaine humilité. Et l'humilité, ça veut dire se connaître soi-même et connaître ses fragilités et donc ses besoins de coopération. L'entrepreneur, je pense aujourd'hui, qui réussit, c'est celui qui a connaissance de ses fragilités, de ses besoins de coopération et qui est à l'écoute de ce qui se passe. Parce que personne ne peut vous faire un business plan à 5 ans, à 10 ans. Tout ça, personne. Je veux dire, enfin, si on en fabrique, il y a plein de consultants très bien, j'en étais qui en ont fait plein. Mais c'est pas ça. Le sujet, c'est d'avoir une idée à peu près d'où on veut aller et après être à l'écoute et de trouver son chemin dans ce terrain complexe. Et ce chemin complexe, eh bien, pour le comprendre, détecter, il faut être à l'écoute. Et l'écoute est fondée sur la fragilité. Donc l'écoute et l'humilité, je pense que c'est un des atouts majeurs aujourd'hui parce que ça déclenche cette meilleure appréciation du monde et ces besoins de coopération qui sont des clés importantes, si je devais en donner une, de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Merci. J'imagine que c'est assez inspirant pour les uns et les autres. Le temps passe et on va passer à la deuxième table ronde. Séverine, si tu avais quelque chose à ajouter, qu'est-ce que tu voudrais ajouter sur ce que nous venons de nous dire? Je dirais qu'effectivement, ce qui est vraiment important, c'est... Enfin, moi, ça fait 4 ans que je suis vice-présidente. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment ce début... il faut que l'université et le monde de l'entreprise se parlent plus, se connaissent plus, parce que déjà, avant de se parler, il faut se connaître. Je ne suis pas sûre qu'on soit complètement arrivé, mais je suis convaincue qu'on a fait beaucoup de chemin. Et voilà. Et ça, je peux le percevoir. On a encore du chemin à faire parce que je pense que on n'a pas terminé. Nous, le domaine, je vais dézoomer, désolé, sur le domaine de la santé. C'est vrai que le domaine de la santé est un domaine très très fort en région, qui fonctionne extrêmement bien. Peut-être que c'est pas si facile que ça aussi dans d'autres domaines. C'est pour ça qu'on n'a pas terminé complètement le chemin, quoi. Et d'une certaine manière, la santé, c'est pour nous un exemple remarquable aussi. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe avec Eurasanté, avec ce pôle, ça a une valeur exemplaire considérable pour nous. Voilà, donc pour conclure, j'ai envie de dire poursuivons et continuons de stimuler, de favoriser les rencontres et d'apprendre toujours à mieux se connaître. Voilà. Et tu vois notre conviction, et puis Étienne, tu pourras terminer sur cette table ronde avec 2-3 éléments, mais nous, notre conviction, c'est que pour mieux se connaître, il faut faire des choses ensemble. Et donc, cette œuvre commune à laquelle vous nous avez associés, on est ravis parce que grâce à cette œuvre commune, on fait des choses ensemble. Et finalement, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, me semble-t-il. Étienne, j'avais envie que tu termines en nous donnant quelques exemples d'entrepreneurs qui se sont lancés dans ces aventures-là, qui certainement doivent avoir l'humilité et l'écoute dont parlait Jean-Pierre. Alors c'est clair que c'est un des traits distinctifs, je rejoins complètement. Je reviens sur ce sujet, être entrepreneur en santé, c'est pas que l'affaire de spécialistes, de gens qui ont suivi des formations en médecine ou en biologie moléculaire ou que sais-je, en donnant comme ça une histoire. Il y a 7-8 ans, on avait un super projet qui était naissant venant de l'Université des sciences et technologies de Lille, ce qu'on appelait à l'époque l'USTL, dans le domaine des produits biofertilisants et biostimulants. Et puis, des super scientifiques au départ de l'histoire, mais pas d'incarnation managériale, pas de patronne ou de patron. Et puis, juste à ce moment-là, il y a un réseau qui est très connu ici dans la région, le réseau Entreprendre Nord, qui m'a dit « Tiens, on a rencontré ce gars-là, il vient des carrières du Boulonnais et il cherche à s'impliquer dans des créations d'entreprises innovantes. » Je me suis dit « Bon, rien à voir, mais on va voir si ça peut matcher. » Et cette personne qui s'appelle Arnaud Delecroix, on est en train de l'aider en ce moment à faire une levée de fonds de série A, a su, je pense, conduire ce projet en faisant ce chemin pour comprendre les enjeux scientifiques du projet, et au point où aujourd'hui il parle de la science qu'il y a dans le projet aussi bien que les scientifiques fondateurs, mais il a su aussi faire le chemin
aux scientifiques fondateurs pour comprendre les enjeux de la création d'entreprise. Et cette trajectoire-là, on en a plein d'autres. Elle montre bien en fait que l'écoute, l'humilité réciproque, dans ces duos formés, parce qu'en général, ces projets dans la santé, c'est pas un homme ou une femme qui l'incarne, c'est des groupes de gens. Et dans ces groupes de gens, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est indispensable qu'il y ait une parité de présence entre des gens d'une sensibilité scientifique, médicale, et des gens d'une sensibilité de développement d'entreprise. Mais on dit aussi une autre chose. On dit qu'à la fin, c'est bien qu'il y ait la parité de présence, mais aussi que le dernier mot doit être donné dans le cours de ces projets à qui, au fond, incarne les enjeux du développement de l'entreprise. Et donc, c'est aussi le message qu'on donne aux scientifiques, aux technologues avec lesquels on chemine, c'est s'engager vers la création d'entreprises. C'est à la fois hyper stimulant, hyper, on va dire, valorisant, enthousiasmant, mais ça doit aussi, pour que vous réussissiez, vous emmener vers finalement un petit peu de deuil. Le premier, c'est le deuil d'être seul aux manettes et au contrôle de votre projet. Ça, c'est clair. Et seul aux manettes et au contrôle, c'est à la fois dans le management des projets, mais aussi c'est dans la part qu'ils vont détenir au capital. Et c'est d'accepter que le cours de ces projets-là, ils soient au fond saisis par des gens dont la sensibilité, c'est celle du développement d'entreprise. Et ça, c'est tout le travail qu'on mène en tant qu'incubateur, c'est de dire à ces publics-là, il faudra, pour que vous réussissiez, vous acceptiez tous ces messages et que vous les mettiez en œuvre. Vaste sujet. Merci. Merci. On peut les applaudir. Merci. Merci Séverine, merci Jean-Pierre, merci Étienne. Je propose qu'on passe à la deuxième table ronde. Et voilà, et nous on se dédouble avec Thomas, et c'est Thomas qui va prendre le relais. À toi, Thomas. J'ai la lourde tâche de prendre le flambeau de Sébastien. Je ne suis pas aussi coutumier que Sébastien est habitué à animer ce genre de table ronde. Je fais des modestes cours dans une faculté. Néanmoins, donc, en préparant cette soirée, et je remercie encore une nouvelle fois sincèrement Entreprise Cité nous accueillir ici pour son soutien dès le début dans ce programme qui est du bio-entrepreneuriat, et la Fondation ICIT également. Donc, on a voulu effectivement s'intéresser d'abord à la genèse finalement de l'idée, qui bien souvent provient de la recherche académique et avait du mal. Alors, on va voir, on va estimer aujourd'hui si finalement l'environnement est plus favorable, mais avait du mal parfois à sortir du laboratoire et finalement à valoriser tout le potentiel des découvertes qui étaient cachées, qui se cachaient dans les laboratoires, notamment de l'université. Alors aussi, donc, pour cette deuxième table ronde, j'appelle à la table Régis Bordet, qui est directeur général de la Fondation ICIT et qui nous a accompagnés dès le début dans cette aventure, et également deux entrepreneurs qui ont été chercheurs avant de devenir entrepreneurs et qui ont basculé du coup du côté obscur, et, qui sont donc Reda Midia, président de Xprochem, et Philippe Saudemont, qui est pour mon chef de projet dans son projet et également chercheur, jeune diplômé. Alors, peut-être dans un premier temps, on pourrait effectivement évoquer cette idée, c'est-à-dire que finalement, des chercheurs qui trouvent, on en trouve finalement, mais qui finalement basculent vers l'entrepreneuriat, c'est peut-être plus difficile. Et peut-être dans un premier temps, présenter la Fondation ICIT et en quoi, on l'a évoqué en première partie, c'est-à-dire c'est ancré dans l'ADN de la Fondation de pouvoir aussi accompagner les chercheurs dans la valorisation et les politiques qui sont déployées en ce sens. Merci Thomas pour cette invitation. Effectivement, Étienne le disait, c'est ici et maintenant. Toi, tu fais le général de Gaulle, moi je fais Mitterrand. Ça, c'est un petit changement de rôle. Eh bien, c'est ici et maintenant parce que ça n'est pas une histoire qui est née hier matin. C'est un long travail, Étienne le sait, qui a d'abord commencé par la structuration de la recherche en santé dans cette région. C'est-à-dire le fait de faire des choix, de regrouper nos activités de recherche dans des grosses unités de recherche. Parce que c'est d'abord important qu'il y ait un cluster qui fasse qu'au sein de ce cluster de recherche, quelqu'un puisse avoir envie de creuser
l'activité vers l'entreprise. Toute une unité de recherche ne peut pas être tournée vers la création d'entreprises. Dans l'évaluation de nos unités de recherche, il y a un item qui est la valorisation économique, industrielle, mais il y a aussi beaucoup, et encore plus, de critères académiques. Et donc, ça doit être déjà une histoire d'équipe où on accepte que quelqu'un, on le pousse même, aille vers la création d'entreprises. Je reviendrai peut-être dans le deuxième temps sur l'acculturation et sur le fait, ce que ça engage pour celui qui y va et pour son écosystème loco-régional. Et donc, à partir de là, il faut les aider. Et effectivement, la fondation ICIT a une vocation de densifier notre dispositif de recherche, mais aussi d'être un acteur en lien avec l'université, hein, ceci est symbiotique, d'aider à la valorisation économique au profit du territoire et de sa dynamique industrielle et économique. Et on a identifié quelques trous dans la raquette, comme on dit assez trivialement, qui n'étaient pas couverts, soit par les incubateurs, soit Eurasanté, Créinov, Euratech, soit par la SAT, soit ensuite par les investisseurs. C'est d'abord la prématuration. Et donc, il y a eu des appels à projets de prématuration. Là, on est à l'origine de l'idée. Alors, dans mon équipe, on a une expression. C'est est-ce qu'il y a du pied dans la chaussette? Bon, c'est un peu bizarre comme expression, ça vient de 14-18. Quand les poilus rentraient, ils disaient bon, je vais rentrer, il y a du pied dans la chaussette. Bon, et nous, quand on commence à flairer un truc qui est intéressant, mais il faut aider. Et il faut aider non pas sur le versant académique, mais sur le versant de comment on développe ce projet dans une perspective de création d'entreprise. C'est pas tout à fait la même chose. On est dans les brevets, on est aussi dans le positionnement qui va intéresser des investisseurs, qui va intéresser ensuite quelqu'un qui va pouvoir venir aider cette entreprise sur le plan managérial. Deuxième élément, c'est un lien plus durable entre les unités de recherche et le tissu industriel. Parce que ça peut aussi se ressourcer. C'est-à-dire que des entreprises existantes peuvent trouver dans des équipes de recherche finalement de nouveaux débouchés, de nouveaux produits à développer. C'est pas non plus toujours la création ex nihilo. On a beaucoup d'entreprises, elles peuvent venir se ressourcer. Ça, ce sont les laboratoires communs. Et puis, troisième dispositif, les chaires industrielles, où là, c'est plutôt l'entreprise qui pilote avec l'expertise de l'académique, là aussi pour amplifier peut-être, puis ça peut aussi générer une nouvelle entreprise. Et puis le troisième élément, c'est, mais Séverine l'a évoqué, l'insertion de docteurs dans l'entreprise. Merci Régis. Alors, c'est vrai que finalement, pour ceux qui nous regardent ce soir, soit à distance, soit qui sont présents ce soir, l'entrepreneuriat est souvent aussi intéressant de voir l'incarnation de l'entrepreneuriat. Et nous avons la chance ce soir d'avoir deux entrepreneurs à des stades différents de développement qui ont initié un projet à des dates différentes. Un qui est un peu plus ancien dans l'entrepreneuriat que l'autre. Et ça permet de voir effectivement la différence peut-être culturelle ou la manière dont ils ont abordé l'entrepreneuriat à leur époque. Peut-être commencer par toi, Reda, si tu veux pas présenter ton projet et ton parcours. Merci Thomas de me donner l'opportunité de parler d'Exprocam. C'est toujours difficile de parler après Étienne et Sébastien. Ça lève un petit peu le débat, mais en tout cas, je pense en fait ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je viens témoigner de l'efficacité de ce système qui a été mis en place. Puisque j'ai été formé à l'université de Lille 1,
du STL, comme on disait tout à l'heure, avec le petit logo bleu. À l'ancienne, ça date de 2003. Et puis, j'étais incubé chez Aura Santé quand j'ai décidé de créer la société. Et puis, le groupe IRD fait partie de notre boîte. Donc, je peux dire qu'en fait, les 3 composantes fonctionnent, c'est-à-dire au niveau de la formation, au niveau de l'accompagnement et aussi au niveau d'investissement, au niveau au moment de la création. Alors moi, aujourd'hui, je suis président de Xprocam, qui est une société spécialisée dans l'accompagnement. Il y a aussi cette dimension d'accompagnement aussi entre entreprises. On accompagne et on travaille en collaboration avec des sociétés pharmaceutiques pour le développement des solutions thérapeutiques. On appelle ça les biomédicaments pour les solutions d'aujourd'hui et les médicaments et les médicaments de demain. Et donc, si je peux revenir peut-être un instant sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les compétences de l'entrepreneur et le lien avec le scientifique. C'est vrai qu'il y a cette dimension un petit peu, ceux qui sont là pour chercher de l'argent et ceux qui ne le sont pas. Moi, j'ai déjà vu ça dans certains laboratoires, des sociétés qui ont été créées et ça crée des tensions parce qu'il y a une loi dans le CNRS qui permet de certains chercheurs de travailler, créer leur société tout en restant au sein d'une société et parfois ça crée des tensions, on le voit. Nous, quand on a créé, on avait besoin d'un financement autour de 10 millions d'euros. C'était très élevé et c'est compliqué. Donc on a profité d'une plateforme qui existait à l'époque et ça nous a permis de démarrer et passer en phase POC, c'est-à-dire faire le premier test. Sans cette plateforme, je pense que la société ne serait pas créée. J'ai peut-être un peu de chance, mais j'ai réussi à créer cette harmonie entre nos besoins à nous, à la société, pour pouvoir subvenir à nos besoins, et l'utilisation des machines par le laboratoire. Donc c'était quelque chose qu'il fallait créer parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même vision. Mais ce que je constate également, c'est que ce qu'il disait tout à l'heure Étienne, c'est cette dimension d'acceptabilité entre la recherche et la science et le monde entrepreneurial. Je pense que c'est de plus en plus accepté par le fait qu'en fait, on voit beaucoup de sociétés qui sont créées aujourd'hui et on communique autour de ça. Est-ce que ça vient normal parce qu'en fin de compte, le chercheur, il cherche quelque chose, bien évidemment, mais finalement, c'est un médicament, un dispositif médical, quelque chose qui va servir pour soigner quelqu'un. Donc, finalement, il faut bien que cette chose soit vendue ou utilisée par quelque chose. Donc, les chercheurs, quelque part, il a cette dimension-là, c'est-à-dire il veut que son invention sert à quelque chose. Ce qui reste, c'est bien évidemment l'aspect business. C'est-à-dire, on ne crée pas des produits, on ne met pas des produits sur le marché juste avec la simple volonté, avec des idées innovantes. Beaucoup d'innovations qui ont été malheureusement passées à l'oubliette parce que tout simplement, on n'a pas su créer l'environnement pour les mettre sur le marché. Donc, c'est là l'adéquation entre... Il faut trouver quelqu'un qui incarne bien évidemment cette vision entrepreneuriale pour aller vers le marché et rendre cette innovation disponible. Et bien évidemment, sans oublier les aspects recherche. Parce que si on n'a pas des activités de recherche fortes, on n'aura pas d'idée, on ne pourra rien du tout protéger, on ne pourra rien vendre. Donc ces 2 composantes-là, c'est vrai que c'est un écosystème qui est très fragile, mais il est essentiel. Et je pense que la meilleure façon de préserver ça, c'est d'essayer de communiquer auprès des uns et des autres et faire en sorte que cette alchimie puisse naître et permettre de créer des sociétés. Et je pense que c'est quelque chose qu'on le voit, en tout cas dans notre cas à nous, qui se fait de plus en plus. Et je pense qu'on est plutôt ici dans le Nord, en tout cas je ne sais pas comment ça se passe dans le reste de la France, je pense que ça se passe plutôt bien. Et j'avais une question peut-être à te poser, et Philippe pourra ensuite répondre à cette question lorsqu'il se présentera. C'est finalement, quand est venue l'idée de valoriser finalement ta recherche, parce que ta recherche a abouti à un brevet. Et est-ce que tu pensais que c'était un processus naturel ou finalement c'est plus ta personne qui a fait la démarche au moment où tu as décidé de basculer finalement dans cette volonté de valoriser ton invention? Enfin, j'ai envie de dire que c'est difficile à dire. Je ne peux pas, en fait. Je pense qu'il y a certains modèles qui ne peuvent pas se transposer comme ça spontanément. Je pense qu'aussi dans ma culture, en fait, je suis un petit peu entrepreneur, mais je pense au fond, on est tous
on a une part entrepreneuriale en nous. Et il y a juste ceux qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas l'occasion de le faire, l'opportunité, ou parfois on a peur de la réussite, tout simplement. Mais je pense que quelque part, moi je peux dire que n'importe qui peut vraiment entreprendre. Il y a quelques exceptions près, mais je pense que, et je le dirais aussi, cette question, à partir du moment où on est capable d'être chercheur, c'est-à-dire qu'on est capable de raisonner d'une certaine façon logique pour créer des choses, je pense, en tout cas, qu'avec beaucoup de courage et beaucoup de formation en business, je pense qu'on peut créer quand même des entrepreneurs assez bons. Ce ne sera pas parfait, et c'est pour ça que quand on connaît ses limites, il faut s'entourer. Oui. Mais ça, c'est une autre affaire. Je pense on en parlera qu'on peut-être en a tout à parlé l'heure, tout à l'heure. l'aspect formation et rencontre. Du coup, Philippe, tu peux te témoigner aussi. Donc ton projet est plus récent, je crois. Oui, oui, tout à fait. Donc, moi, je suis chef de projet de création d'entreprise avec le professeur Isabelle Fournier de l'Université de Lille. Cette création d'entreprise a pour but d'industrialiser, de commercialiser un dispositif médical qui a été développé au laboratoire. Et donc, moi, j'ai travaillé sur ce dispositif dans le cadre d'un doctorat et avant dans le cadre d'un programme de maturation avec la SAT. Et donc ça fait la transition avec la seconde question qui est au final comment est venue cette idée de valorisation. Je dirais que là, dans le cadre de ce projet, c'est venu très naturellement parce qu'en fait, il y a une relation qui s'est créée entre le laboratoire et la SAT. Il y avait une très bonne relation et donc la détection s'est faite de manière assez naturelle justement et le programme de maturation s'est fait de manière quasiment automatique justement pour aller voir s'il y avait un intérêt à cette valorisation. Et donc c'est dans le cadre de ce programme de maturation qu'on est allé jusqu'à une preuve de concept en conditions d'utilisation. Donc le projet est un projet de dispositif médical de diagnostic applicable notamment au cancer. Et donc c'est un dispositif qu'on veut pouvoir mettre à disposition des cliniciens, qui soient les médecins anatomopathologistes ou directement les chirurgiens. Et donc notre preuve de concept a été de faire utiliser ce système directement par un chirurgien vétérinaire dans le cadre de la clinique Oncovet qui est sur le campus de l'université et qui, je pense aussi, fait partie de cet écosystème et qui permet des ponts justement entre le domaine de la recherche et la recherche clinique. Vous n'étiez pas tout seul dans cette équipe. Pourquoi toi, finalement, es devenu porteur de projet? C'était naturel? Alors en fait, moi j'avais très rapidement abandonné l'idée de faire une carrière dans l'académique, liée aux difficultés qui sont inhérentes au domaine. Donc ma thèse s'est faite dans le cadre d'un partenariat public-privé avec un grand groupe français, et je me suis également rendu compte que travailler dans un grand groupe n'était pas non plus ce qui m'intéressait. C'est assez différent de ce que j'imaginais. Donc j'avais déjà prévu de plutôt rejoindre le monde des startups pour le côté très challengeant que ça représente. Et finalement, c'est un peu comme un concours de circonstances qui m'a amené à prendre cette posture d'entrepreneur. Alors, je ne l'ai pas décidé comme ça en me disant, bon allez, je me lance là-dedans. C'est au final, maintenant que j'y réfléchis, je ne voyais pas ça comme ça à l'époque, mais c'est le résultat, je pense, du travail qui a été mis en place, et notamment de ce que disait Madame Casalis tout à l'heure. Ça a commencé dès ma licence, parce que j'ai suivi les soirées de l'étudiant créateur organisées par le Hub House. Et donc, à l'époque, j'avais pas de projet. Vraiment, c'était l'intérêt de l'entrepreneuriat qui m'a poussé à franchir cette porte-là. J'ai suivi le programme et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment des aspects qui m'intéressaient beaucoup. Et je m'imaginais pas juste faire de la recherche parce que le côté très appliqué m'intéressait.
Ensuite, quand j'ai eu l'occasion justement de prendre cette posture plutôt entrepreneuriale, j'ai eu également la possibilité de suivre le diplôme universitaire donc en entrepreneuriat de la santé, le DUHEP. Et au final, ça a vraiment confirmé que c'était un attrait pour moi et ça m'a apporté énormément. Donc la formation en entrepreneuriat t'a confirmé dans ta posture finalement. Tout à fait. Je crois que Reda aussi, tu étais passé par la case formation à ton époque. Oui. Aussi. Alors le DUHEP n'existait pas encore. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. En fait, il n'y avait pas encore ce genre de dispositif. Donc, j'avais conscience en fait qu'il fallait avoir une formation entrepreneuriale. C'est pour ça que je me suis orienté naturellement à l'IAE. Et là, j'ai fait un diplôme sur 1 an. J'étais avec des jeunes et des moins jeunes pendant 1 an à retravailler sur ce que c'est qu'un BPS, les aspects juridiques pour l'entreprise, les commerciales et tout ça qui sont des éléments importants pour pouvoir quand même créer son entreprise. Régis, peut-être, voilà, c'est quand même 2 succès et on voit finalement que l'écosystème qu'on essaie de déployer et mettre en place fonctionne. Oui, ça fonctionne. Je suis pas d'accord avec Reda. Je pense pas que tout le monde ait la fibre entrepreneuriale. Et d'ailleurs, ce serait dévalorisant pour les chefs d'entreprise que de penser que tout le monde peut faire ce métier. Il y a des gens qui sont plutôt destinés à une recherche académique pour qui la valorisation n'est pas l'objectif. Ils ont envie de manipuler des concepts, ils ont envie de faire de la formation de haut niveau à des étudiants, et c'est tout aussi respectable dans une unité de recherche que celui ou celle qui, au contraire, veut aller vers l'entreprise. Moi, je dirige encore une équipe de recherche. Il y a tous les profils à l'intérieur. J'ai un de mes plus proches collègues qui a créé une start-up, qui en crée une deuxième. Son profil n'est pas le même que d'autres collègues qui, eux, sont plutôt intéressés par les publications, accumuler des concepts, etc. Et les deux sont nécessaires dans une équipe de recherche. Les deux doivent travailler de manière harmonieuse. À un moment, quand il y a création d'entreprise au sein d'une unité de recherche, c'est un moment très délicat qui devrait, je pense, être mieux accompagné, même s'il y a eu tout un travail fait, parce qu'au début, il y a beaucoup d'enthousiasme de la part de l'unité de recherche, parce qu'on se dit, tiens, je ne vais pas avoir de mal à remplir mon item du HCERS. Et puis, à un moment, il commence à y avoir des levées de fonds, de l'argent qui arrive pour le projet, et c'est bien normal. Et la start-up est toujours hébergée dans l'équipe. Et là, d'un seul coup, on dit, bah oui, mais alors, les cônes qui sont utilisés, c'est pourquoi? C'est pour le truc. Et ça génère, il faut en être conscient, ça peut générer de la tension. Et donc, ça nécessite une attention, un accompagnement. Sinon, ça peut être source d'échec, voire de rejet brutal d'un seul coup de l'unité qui dit, et on en a des exemples, je vois que Étienne hoche la tête, il pense au même à un certain nombre d'aventures, et où il y a finalement risque pour la start-up et pour l'unité de recherche, parce que la création d'une start-up dans une unité, c'est une valeur ajoutée clair, parce que ça acculture, parce qu'il y avait le mot acculturation, l'ensemble de l'écosystème. Mais il ne faut pas imaginer que tout le monde est interchangeable dans ces métiers. Philippe ou Reda vont à des Bauhaus, etc. Tous les étudiants n'y vont pas. Il y a bien une motivation qui fait qu'à un moment, il y a une appétence pour ça. La question est, est-ce que dans la formation, aujourd'hui, des jeunes étudiantes et des jeunes étudiants, on est sûr qu'on ne perd pas des jeunes qui pourraient avoir cette fibre et qui, à un moment, ne rencontrent pas le monde de l'entreprise pendant leurs études? Et ça, c'est une vraie question, en particulier dans le domaine de la santé.
Moi, j'espère que la création de la nouvelle faculté de santé et sport, ce qu'on appelle l'UFR 3S, va être aussi l'occasion puisque tu fais partie de l'équipe des Canals, donc c'est un message, va être aussi l'occasion dans nos enseignements de faire venir des entrepreneurs, de faire venir des collègues de l'IAE, School of Management, afin qu'à un moment, pendant leurs études, des jeunes qui vont travailler dans le domaine de la santé soient sensibilisés au fait que ce qu'ils font a aussi un impact sur le monde économique, qu'ils soient conscients des enjeux de ce qu'ils font, et en même temps de respecter ceux qui, à un moment, disent « l'entreprise, ça n'est pas pour moi ». Les deux doivent pouvoir coexister en bonne intelligence. Et ceux qui vont, issus du secteur santé, vers la création d'entreprises, alors là, je vais dire le même mot que Jean-Pierre Le Tartre, doivent avoir l'humilité, et Étienne l'a un petit peu esquissé, de savoir aussi lâcher leur bébé. Ça, c'est un risque d'échec des startups, c'est quand le scientifique se prend pour un entrepreneur qu'il n'est pas, sauf ceux qui, pourquoi pas, se mettent à faire une formation complète et deviennent. Après tout, on a aussi des gens qui peuvent être professionnels de santé et entrepreneurs. Mais ça nécessite vraiment une orientation de la carrière et une formation complémentaire, solide, qui, à mon avis, va même au-delà du DU qui a été fait et qui nécessite probablement qu'on change de métier, mais en faisant une formation un petit peu plus solide. Et à l'inverse, il faut aussi acculturer les futurs managers à ces questions de santé. Lundi, j'ai fait cours, la neurologie et la psychiatrie et la pharmacologie, et c'est pas péjoratif pour les nuls, en tout cas pour les béotiens, devant un aéropage de jeunes en master de sciences économiques, et je trouvais ça très bien que de pouvoir leur expliquer ce qui a été ma vie pendant ces 25 dernières années. Merci Régis, le message est bien passé. Et, en tout cas, il m'encourage à continuer ce qu'on a déjà entrepris dans les études en santé. Peut-être qu'il est temps de passer la parole au public et de aussi peut-être certains d'entre vous ont envie de poser des questions à nos personnes Thomas, qui sont présentes. Si je peux juste Oui. ajouter un point, moi je pense, en reprenant le terme d'acculturation, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est critique, et je le vois bien dans le cadre de mon laboratoire, c'est qu'il y a une certaine sensibilité à l'entrepreneuriat qui vient de la direction de l'unité et qui se répand et qui donne lieu aussi à des questionnements et qui parfois donne lieu à justement des réorientations. Et je pense que il y a probablement des laboratoires où justement cette possibilité n'est pas forcément envisagée. Le fait de toujours travailler en recherche, par exemple, translationnelle, c'est le fait aussi de pouvoir justement avoir toujours l'objectif de la valorisation, et ça joue énormément, et ça met un certain climat aussi. Pour éviter de laisser justement filer les personnes qui pourraient avoir un intérêt entrepreneurial, je pense que c'est important aussi qu'il y ait cette ouverture d'esprit, parce que ça permet justement de laisser se poser les questions et d'envisager d'autres choses. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, certains d'entre vous auraient des questions ou voudraient interpeller nos intervenants sur un point. Sinon, oui. D'abord pour monsieur, alors je suis entrepreneur, j'ai envie de m'intéresser au secteur de la santé, comment je fais? Déjà, vous venez nous voir, hein, donc 310 avenue Eugène Avinet, je dirais qu'après, tout va dépendre aussi de votre situation précise. Est-ce que ce que vous souhaitez faire, c'est dans votre position d'entrepreneur, de consacrer un peu de temps en étant administrateur indépendant dans une jeune entreprise. Et là, on vous trouvera les sociétés qui cherchent aussi à enrichir leur board de gens qui ont du vécu, de l'expérience, pas forcément aussi, on va dire,
une imprégnation très forte de leur secteur, mais qui vont chercher justement ce pas de recul de quelqu'un qui est profane. Donc ça peut être ça la réponse. Comme la réponse peut être, ben ouais, vous êtes entrepreneur, mais vous venez de revendre votre société. Et là, vous nous intéressez à 2 titres. D'une part, vous pouvez être un entrepreneur pour une future de nos startups. Et puis, ben, on n'a pas perdu de vue que vous avez aussi des liquidités. Et donc, ça permet de mieux capitaliser les boîtes qu'on accompagne. Parce qu'on ne l'a pas dit assez, mais entreprendre dans le domaine de la santé, c'est aussi beaucoup l'affaire de mobilisation de financement conséquent parce que les temps d'accès au marché, la longueur de souffle qu'il faut avoir en matière de recherche et développement avant d'avoir un peu de chiffre d'affaires à partir de ces idées d'innovation est long. Donc voilà, ça peut être ça peut être encore d'autres choses, les formes d'implication, mais venez nous voir, ça commencera par, je dirais, cette rencontre qui pourrait être le prélude à d'autres choses. Pour monsieur, au niveau de la fondation, comment vous faites pour avoir vos fonds, en fait? Le financement, comment ça se passe pour vous? Alors, c'est suite à un appel à projet national du PIA, le plan d'investissement d'avenir, que les sites universitaires ont été ou non labellisés. Le site lillois a obtenu, il y a 4 ans, le label e-site, qui marque bien territoire économie dans l'acronyme e-site. Nous sommes on fini notre période probatoire de 4 ans. Et donc là, nous sommes en phase de confirmation. Le dossier a été déposé le 30 juillet. Le 18 novembre, nous aurons une visite sur site d'une partie du jury. Et dans la deuxième quinzaine de janvier, nous aurons une audition devant le jury international qui nous confirmera ou non. Si nous sommes confirmés, nous aurons le fonds non consomptible de 500 millions d'euros qui génère 15 millions d'euros annuels que l'on peut mobiliser sur des projets dans le domaine de la recherche, de la formation, du lien avec les entreprises et dans l'internationalisation du site et en particulier de l'établissement public expérimental dont on attend incessamment le décret de création et qui verra le jour le 1er janvier 2022 et qui était la condition préalable à la possibilité de garder le label e-site. Donc quelques mois devant nous, particulièrement cruciaux pour le site lillois. Merci pour vos questions. Je vous propose peut-être de passer dans le 3e temps d'échange, parce que l'idée, c'est aussi de profiter du temps qui nous reste après pour pouvoir aussi échanger de manière plus informelle derrière. Monsieur Letart a rappelé effectivement qu'on avait un 2e temps, plus convivial, qui nous attendait. Donc ce 3e temps va s'intéresser encore à des entrepreneurs, parce que là, finalement, la meilleure preuve, c'est l'exemple. Et je veux convier sur la chaire 3 entrepreneurs que sont Julien Payen de Lattice Medical, Clément Bacle de Société Oscar et Anis Loucher qui représente ce soir Fatia qui n'a pas pu être présente en dernière minute pour la société Diarmonide. Alors peut-être qu'on va changer un peu le format, je vais vous laisser vous présenter parce que c'est intéressant de voir votre parcours. Vous n'êtes pas issu du monde de la recherche, initialement. Ce n'est pas votre idée qui a été valorisée. Vous êtes venu dans l'entrepreneuriat de manière différente. En santé, c'est pour un message qu'on veut faire passer, c'est de dire que finalement, il n'y a pas besoin d'être, comme le disait très justement Étienne, PhD dans le laboratoire pour pouvoir innover en matière de santé. C'est un marché qui reste très accessible et c'est un message fort que l'on veut faire passer ce soir, c'est que ce marché est ouvert également aux compétences entrepreneuriales qui ont envie de partager leurs compétences en rapport avec des scientifiques sur des projets entrepreneuriaux. Julien, peut-être je te laisse la parole en premier. Merci Thomas. Bonsoir tout le monde. Donc Julien Payen. Alors effectivement, je ne suis pas du milieu de la recherche. J'ai quand même un doctorat, mais je ne suis pas du milieu de la recherche. Je viens du textile. Oui, c'est pas du tout la santé. Quoique j'ai quand même bossé dans les masques. J'aurais peut-être dû y rester là cette année, ça marchait bien. Donc moi, en fait, finalement, dans mon parcours,
principalement au départ dans l'industrie et aussi dans le conseil. J'ai été amené à rencontrer pas mal de monde, à financer aussi de la recherche. Et j'ai trouvé mes associés à l'époque, mes futurs associés, donc plutôt des médecins et des chirurgiens. Et donc il y a 4 ans, on a monté donc Lattice Médical fin octobre 2017, donc ça va bientôt faire 4 ans. Donc nous, on fabrique en fait des dispositifs médicaux implantables avec une technologie qui permet d'imprimer en 3D des biomatériaux sur lesquels on régénère en fait du tissu adipeux, donc du tissu graisseux. Et donc le premier produit en développement s'appelle Matis, c'est un implant mammaire pour les femmes qui ont eu un cancer du sein et donc une ablation, et donc qui régénère le tissu adipeux du sein et qui se résorbe totalement après 18 mois. Donc la patiente n'a plus d'implants dans l'organisme et son tissu est régénéré. Et donc ce projet nous emmène maintenant depuis 4 ans, développement de l'équipe, mais je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu après. On est 17, bientôt 18. On a bougé pas mal on est toujours resté autour du CHU Rasanté parce que je trouve que c'est super d'être à proximité des infrastructures hospitalières, universitaires et puis finalement de l'écosystème. On a également un site de fabrication sur Vervic avec un partenariat avec Cousin Surgery qui nous permet d'installer, on a une quinzaine d'imprimantes 3D qui produisent en salle blanche avec une équipe de production. Et on est à 9 mois des essais cliniques. Voilà. On commence à attaquer le sérieux là. Ouais, c'est ça. Merci Julien. Peut-être Clément dans un premier temps. Raconte-nous ton. Alors je te connais depuis longtemps parce que tu étais ton professeur, mais pas d'entrepreneuriat. Jury de thèse aussi. Jury de thèse aussi. Bonsoir à tous, donc je m'appelle Clément Bach, je suis pharmacien et cofondateur d'Oscar. Alors j'ai un parcours, on va dire, un petit peu atypique. J'étais pharmacien et à la fin de mes études, j'ai décidé de devenir développeur informatique. Donc ça m'a amené à un premier projet qui était sur l'insomnie chronique et qui était de développer une application mobile pour aider les patients atteints d'insomnie chronique à retrouver leur sommeil sans médicaments. Ce premier projet m'a amené on va dire un premier pivot et celui que j'aborde aujourd'hui, c'est celui qui a créé Oscar, qui a permis la création d'Oscar et qui est sur l'éducation thérapeutique, qui était, on va dire, la genèse de notre société et qui nous permet aujourd'hui de rentrer dans le parcours coordonné de soins. Du coup, voilà, donc Oscar, concrètement, c'est un service numérique qui va permettre d'aider les patients et les soignants durant leur parcours de soins. Donc concrètement, un patient qui est atteint de diabète, qui va faire par exemple un hôpital de jour dans un établissement de santé et des ateliers d'éducation thérapeutique, l'objectif c'est qu'il soit accompagné par ses soignants bien sûr, mais aussi par Oscar pour avoir ses rappels de rendez-vous. Le soignant lui va avoir son agenda partagé avec les différents membres de l'équipe et l'objectif c'est que il puisse faire aussi la visio sur Oscar, qu'il puisse envoyer du contenu et s'échanger des messages via Oscar. Donc l'objectif c'est d'être un lien avec le patient et que le patient il ne soit pas perdu dans la nature une fois qu'il est sorti de l'hôpital. Très bien. Et ton entreprise a été créée en quelle année du coup ? En 2018. 2018, donc je me suis associé avec Samir Zenak, du coup mon associé, qui est lui sur la partie BizDev et opérationnel de l'entreprise. C'était, on va dire, mi-2018. On a commencé à travailler ensemble de façon informelle. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. On va peut-être rebondir sur cette information, parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'un élément important à souligner, c'est que tu as décidé finalement de te faire accompagner une rencontre. C'est ça, avec Samir, ouais, qui ne peut pas être présent ce soir, mais qui aurait bien voulu participer à la table ronde aussi. Qui n'est pas présent ce soir, mais effectivement, pour moi, c'était... je pense qu'effectivement, on peut monter une entreprise tout seul. Je pense que ça s'est déjà vu plusieurs fois. Alors, une start-up, bien sûr, c'est un peu différent. On sait que une start-up, c'est une société qui n'a pas encore trouvé de modèle économique viable et qui n'est pas encore rentable. Donc, effectivement, en général, si on va chercher des fonds, les fonds, ils investissent plus sur des personnes, une équipe, que sur une idée, parce qu'on sait bien qu'une idée ne vaut pas grand-chose. Et moi, humainement, j'avais envie de partager mon projet, parce que pour moi, une aventure entrepreneuriale, c'est une aventure humaine. Et donc voilà, ça c'est personnel. Et après, d'un point de vue purement en termes de compétences, je pense qu'on ne peut pas tout faire. Il faut savoir, ou en tout cas, il faut avoir une idée à peu près dans tous les
on va dire, dans tous les secteurs dans son entreprise, mais on ne sait pas tout faire, on n'est pas expert dans tout. Et donc voilà, donc l'objectif, c'est de savoir s'entourer. Et il faut toujours s'entourer de personnes meilleures que soi, comme on dit. Donc voilà, pour moi, c'était. Rappelle-nous le profil de Samir, du coup, vous te rencontrez comment Samir, lui, il a un profil, on va dire, il était parti pour faire des études de maths et ça lui plaisait pas vraiment. Donc il est parti pour un week-end en Angleterre et il est resté pendant 10 ans. Il a monté 2 boîtes là-bas. Il a monté 2 boîtes là-bas qui étaient rien à voir dans l'événementiel. Et du coup, voilà, donc première expérience pour lui. Après, il est parti en Inde et aux Pays-Bas. Et il est revenu en France avec une autre idée entrepreneuriale. Puis on s'est connus comme ça au wagon. Je faisais une formation de développement informatique et lui aussi. Donc ça a bien matché, aussi bien sur le point de vue humain que sur le projet d'Oscar qui s'appelait avant Officina Santé. Très bien, merci. On reviendra peut-être effectivement sur finalement qu'est-ce qui vous rassemble et quelles sont aussi les clés pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Anis, du coup, qui représente du coup Fatia, qui ne peut pas être présente, mais tu participes à l'aventure, donc peut-être présenter le projet et votre rencontre. Alors je m'appelle Anis Louchet. Alors tout d'abord, mon cursus est un peu similaire au tien, puisque j'ai commencé par des études de pharma et ensuite je me suis beaucoup posé la question comment faire en sorte que les traitements soient accessibles à tous. Et c'est là où les réflexions autour du prix du médicament m'ont beaucoup intéressé et je me suis retrouvé dans un master 2 d'économie de la santé et j'ai tellement aimé ça que maintenant je suis doctorant en économie. Donc comme quoi on dérive un peu avec les expériences au fil de l'eau. Mon directeur de thèse, en fait, m'avait invité au DU d'entrepreneuriat en santé. Et donc, ça a été une expérience vraiment très intéressante parce que c'est là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Fatia Elachi, qui est donc l'associé principal et qui a pleinement mené le projet depuis le début. Il faut savoir que ce qui a lancé l'entreprise Diharmonide, c'est d'abord son expérience de terrain. Elle était infirmière de dialyse pendant plusieurs années et elle a remarqué qu'il y avait des problèmes qui s'appellent la désinsertion de l'aiguille veineuse, qui est potentiellement fatale pour les patients, et il fallait absolument trouver une solution pour encadrer ce risque et le réduire. Et pour cela, elle a développé une solution qui est avant tout adaptée au terrain. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, qu'il est nécessaire de rappeler, c'est qu'on peut avoir plein de diplômes, etc., mais que finalement, la compétence de terrain, elle est mesurée, elle est évaluée par ceux qui pratiquent aux côtés du patient, au plus proche du patient. Et donc, c'est tout l'esprit, en fait, qui a mené au développement du MHV, qui a pour but d'aider justement à sécuriser les séances de dialyse et ainsi à améliorer la qualité et l'espérance de vie et la qualité de vie des patients dialysés. Alors, ce qui a fait que ça matchait entre moi et Fatia en termes professionnels, c'est principalement qu'on partage des valeurs en commun. Même si derrière, on a des profils un peu différents, elle est infirmière de dialyse et moi, je suis pharmacien. En fait, on s'est tout de suite entendu sur l'importance qu'il fallait accorder à la qualité de vie du patient, à la sécurisation des risques. Et derrière, c'est d'abord ce socle commun qui a permis de construire quelque chose. Ensuite, elle m'a présenté son idée, qui est quelque chose qui me fait souvent penser à cette phrase de Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication suprême. Et je pense que c'est vraiment tout l'esprit de Diharmonide, c'est-à-dire d'avoir un produit qui est simple à utiliser pour pouvoir être utilisé au quotidien par les professionnels de santé et par les patients, mais aussi dans les rapports humains au sein de l'entreprise. Et c'est ainsi que donc on est très complémentaires et qu'on trouve très facilement notre place, ce qui nous aide à avancer au quotidien. Effectivement, le thème de la table ronde, c'est les ingrédients. Donc, il faut évidemment des ingrédients qu'on doit mobiliser. Certains, peut-être, qu'on doit éviter pour éviter que ça tourne au vinaigre. Un des ingrédients, d'après ce que tu dis, c'est finalement le contact avec le terrain et le besoin. Peut-être, Julien, là-dessus, tu as des... Ouais, je pense qu'effectivement, en tout cas pour créer une entreprise en santé, ça paraît primordial à l'initiative, en tout cas, d'avoir, que ça vienne de la recherche ou pas de la recherche, mais il y a forcément un praticien hospitalier, un clinicien, un personnel soignant qui est impliqué au départ, parce que ça vient d'être dit, ça a été dit aussi, je crois, tout à l'heure par Philippe, mais
cette personne est au contact, connaît le soin, connaît le circuit, et finalement, c'est cette valeur ajoutée, c'est cette partie de soin qu'on va essayer d'améliorer. Et il ne faut pas oublier que le produit de santé est là justement pour soigner, et il se vendra si ça soigne bien, si ça soigne efficacement, et en plus si ça peut réduire le coût du soin. Et ça, c'est absolument essentiel quand on crée une entreprise de santé. Moi, je le vois tout à fait sur notre produit. On est maintenant amené à avoir beaucoup de chirurgiens à l'international. L'acte chirurgical, le bénéfice clinique du produit, c'est essentiel. Et finalement, ce seront nos clients à l'avenir, et on doit les convaincre. Voilà. Chaque projet a effectivement ses cibles à convaincre, des prescripteurs. Là-dessus, effectivement, Clément, tu es également confronté à cela. Comment tu as pu approcher justement le besoin? Je pense que voilà, on parlait de terrain tout à l'heure, et effectivement, pour le coup, là, c'est un des ingrédients si on peut en avoir. Mais effectivement, je pense que la première chose qu'on a fait du coup avec Samir, c'est de dire on va rencontrer les gens qui au quotidien sont avec les patients, c'est-à-dire les infirmières, des médecins, des nutritionnistes, des kinés, etc. L'objectif étant de comprendre eux leurs besoins, mais toujours en gardant en tête que on n'a pas que le besoin, parce que sinon, pour monter une entreprise, c'est compliqué. Donc, il faut avoir aussi le besoin, mais aussi arriver à convaincre des décisionnaires et les personnes qui vont payer. Donc, c'est là où il faut manier entre médical et business aussi. Et je pense que c'est parfois difficile quand on est seul, ou en tout cas quand on est seul, on va dire un peu dans le médical. Effectivement, on n'a pas toujours cette notion-là. Donc, voilà. Je rajouterai un truc aussi qui est important, c'est le personnel soignant. Ce qu'on fait aussi, nous, c'est les patientes. On va voir les assos, on invite des patientes, on a des formulaires, des questionnaires, parce que c'est aussi important. Il y a aussi des fois c'est pas un clivage, mais il y a le ressenti entre un praticien et celui qui est soigné n'est pas tout à fait le même. Souvent, quand on a fait une chirurgie, on est content que ce soit fini, donc on est assez satisfait. Mais en fait, finalement, quand on prend du recul et qu'on pose les bonnes questions, des fois, il y a des choses à améliorer. Et c'est aussi vachement important d'avoir la vue des patients, des patientes qui sont impliqués dans le circuit de soins. En tout cas, vos témoignages laissent transparaître quand même finalement des valeurs qui sont attachées au service rendu. Et finalement, c'est des entreprises à mission. Voilà, vous avez vraiment une valeur ajoutée et vous êtes tourné vers cela, ce qui génère des vocations. Et finalement, c'est aussi un levier de motivation qui peut attirer des talents dans l'entrepreneuriat pour pouvoir assister des professionnels de santé, des scientifiques dans l'accessibilité sur un marché à une innovation qui va changer la vie des patients. Peut-être Sébastien, si tu as des questions. Oui, parce qu'on était censé, je lui ai fait un sale coup, parce qu'on était censé l'animer ensemble, mais je trouvais qu'il le faisait très bien. Donc, je te remercie des compliments, venant de toi, que plus est. Non, en vous écoutant, en fait, il y a deux questions qui me venaient. Vous avez parlé ensemble de la problématique du financement, où je pense que c'est Étienne qui en a parlé tout à l'heure. C'est pas simple, toutes ces questions du financement. Vous avez un commentaire à faire? Comment vous vous y prenez, peut-être vous deux? Parce que toi aussi, tu as eu cette problématique aussi, Julien. Ouais. Toutes les entreprises l'ont, mais dans votre domaine, puisque Étienne le disait, ça nécessite d'une part du temps, le temps de la mise sur le marché, et puis souvent de grands investissements. Donc, vous voulez faire un commentaire là-dessus, sur les problèmes? Comment vous vous y prenez pour financer vos projets? Je peux, comme tu veux. Non, mais disons que le financement, on va dire qu'on a eu un parcours relativement classique dans les Hauts-de-France. On a commencé déjà avec de l'argent personnel. Après, on a été voir, on était à Euratechnologie dans un premier temps, puis Eurasanté. À Euratechnologie, on a fait le FRI pour récupérer une partie. J'ai fait la bourse French Tech pour avoir encore un peu plus d'argent. Puis des prêts d'honneur avec REN et Odéfi. Et enfin, on a été voir la BPI. Et ensuite une levée de fonds. Un parcours relativement classique, sachant que, encore une fois, on a un produit qui se construit, on va dire, qui peut se construire relativement rapidement, mais on est dans un milieu où il y a vraiment de l'inertie. La première signature, on a mis en 1 an à peu près pour la faire. Pour le premier établissement de santé, je pense que on se dit souvent c'est la première la plus difficile, mais en fait la suite aussi parfois compliquée. Mais effectivement, c'est une inertie dans un sens, et aussi ce qui est bien, c'est que c'est aussi dans l'autre aussi. Mais effectivement, je pense qu'il faut avoir cette notion, c'est que on pense souvent start-up, ça va vite, et en fait la santé, non, et c'est
pour la bonne chose aussi, parce qu'il ne faut pas toujours aller trop vite avec la santé, effectivement. Donc voilà, il faut réussir à allier à la fois cette impression de rapidité et en fait, l'argent part aussi rapidement. Donc c'est là où il faut bien gérer la trésorerie. De notre Julien ? côté, en Oui. fait, chez Diharmonide, donc effectivement, on a toujours eu cette problématique du financement, comme toutes les entreprises, bien évidemment. Mais l'un des points essentiels sur lesquels Fatia et moi on a toujours été d'accord, par exemple, c'était de toujours s'investir d'abord pour l'entreprise avant de s'investir pour soi. Donc, ce qui fait qu'on a mis du temps pour commencer à mettre des jalons, par exemple pour nos propres salaires, de telle sorte à avancer le plus possible sur la phase de recherche et développement, qui est vraiment critique pour le développement d'une entreprise, puisque c'est cette phase-là qui peut potentiellement durer 10 ans, notamment dans le cadre du médicament, par exemple, pour arriver jusqu'au marché. Mais là, avec Fatia, la chance qu'on a eue, c'est que comme elle connaissait très très bien le terrain, elle savait exactement quel produit elle voulait, elle savait quel était le meilleur moyen de répondre à l'enjeu qui était sous-jacent, ce qui nous a permis de gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur cette étape-là. Ensuite, maintenant, effectivement, pour passer à la phase de commercialisation, tout ça, là, on va devoir diversifier nos sources de financement, tout ça. Mais en tout cas, on a pu, grâce à cette connaissance du terrain, garder un maximum de contrôle sur l'entreprise. Et maintenant, on va pouvoir continuer à se développer. Ah, le terrain. Julien. Ouais, donc bon, un parcours un peu similaire à ce que Clément a cité. Donc, évidemment, argent personnel quand on démarre l'activité. Plein de concours, je fais plein de concours. J'ai fait tous les concours et plus ou moins de succès pour certains, donc ça c'est pas mal. On a quand même la chance, franchement en France, on est quand même très soutenu publiquement sur plein de choses, que ce soit la BPI, l'État. On était lauréat d'ILab, Innov, enfin c'est quand même énormément de montants. On a aussi la chance d'avoir quand même déjà pléthore de fonds d'investissement et en France et en région. Enfin, nous, la levée de fonds, ça s'est réalisé notamment avec Finovum Gestion, FIRA, NFA et puis un fonds qui est sur Toulouse qui s'appelle WICID. Et voilà, on est très content déjà que ça puisse se faire. Ça finance toute la partie préclinique. Ça a été dit, en santé, les coûts d'investissement sont très chers. Dans le DM, on n'est pas au niveau de la pharma, mais on a un nouveau règlement quand même européen qui est tombé là, ça y est, il est mis en application depuis le mois de mai. Ça alourdit, ça allonge les procédures. Aujourd'hui, on est sur un time to market dans l'EDEM, c'est à peu près ce que je vois dans l'implantable chez les confrères. On a entre 8 et 10 ans. À partir du moment où on crée la boîte et on a le produit pour démarrer la vente, c'est 10 ans. Et c'est entre 8 et 10 millions d'euros d'investis avant de vendre. Et en plus, il faut se dire que finalement, la vente, c'est 4 ou 5 fois plus cher que le développement, parce qu'il faut une présence commerciale partout. C'est des marchés internationaux. Voilà, donc ça, c'est un élément très, très important. Et je voulais juste faire 2 remarques là-dessus. C'est une, en ce qui nous concerne, nous, actuellement, je le dis encore, je suis très, très, très heureux du développement, de tout ce qui se passe, des résultats qu'on obtient, c'est incroyable. Mais on est aussi dans un espace actuellement où on est à 6-9 mois du clinique, on a beaucoup besoin d'argent parce qu'il faut payer les CRO, il faut payer les études, mais on n'a pas de preuves sur l'humain. Et beaucoup de fonds d'investissement disent oui, moi j'aimerais bien que vous ayez un premier patient parce que ça dérisquerait énormément, ça crée de la valeur sur le projet. Et là, on est dans cette phase-là, finalement, je n'avais pas forcément identifié au début du projet, qui n'est pas si évidente. Voilà, on va s'en sortir, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas si simple que ça. On se dit on va faire la première levée de fonds, la deuxième va suivre. Et bah non, finalement, pas tant que ça. Il faut essayer d'appuyer un petit peu plus, de trouver des solutions alternatives. Enfin, voilà, c'est un petit constat, parce que le DM, c'est assez compliqué aujourd'hui, en tout cas vraiment dans du produit, je ne dis pas de la e-santé, mais vraiment du produit, parce qu'on a les coûts de fabrication. Enfin, voilà, c'est un objet physique, donc ça nécessite quand même d'énormément de coûts par rapport à des solutions logicielles, de qualification, de validation, certification de produits. Il y a des méthodes, on a des techniciens, c'est... Bon, voilà, mais on l'a voulu, on voulait produire, on voulait créer en local l'emploi, etc. Donc c'était la mission. Mais c'est pas si simple parce que du regard d'un fonds d'investissement, d'un investisseur, c'est pas ce qui crée la valeur, c'est vraiment le produit, la valeur de la société. Voilà, donc ça c'était un premier élément là-dessus. Et puis le deuxième élément, je voulais dire également, c'est que vraiment cette chance en France,
d'avoir quand même un appui assez important, France ou même Europe, d'avoir un appui financier dans les projets, parce que vous n'avez pas forcément ça à l'extérieur. Voilà. On a terminé, je pense. Je Je pense que oui. c'est l'heure d'aller boire un coup, à mon avis. À moins que quelqu'un ait envie de faire un commentaire. Oui, allez-y, allez-y. En fait, j'ai deux questions, mais la plus importante qui s'adresse peut-être plus à Julien, éventuellement au panel précédent. J'ai bien compris dans la table ronde précédente la difficulté de valoriser et de sortir de l'innovation de l'académique. Julien, toi, tu t'es associé à des chirurgiens, des médecins. Donc, quand on vient de l'autre côté, de l'entrepreneuriat, on a bien compris que les deux valeurs étaient importantes pour une réussite. Le milieu académique est parfois un peu impénétrable. Comment on le pénètre ? Wow, la question. Déjà, vous venez ici ce soir. Non, Il y en a plein autour de vous et vous allez pouvoir les rencontrer. Donc ça, c'est un premier élément, peut-être, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, je pense qu'il faut beaucoup d'ouverture d'esprit. Il faut beaucoup de, faut essayer d'avoir un maximum d'ouverture d'esprit et d'être dans le dialogue. Étienne a dit beaucoup de choses très très importantes au début sur les projets. Moi, je l'ai aussi vu dans pas mal de mois. Pour le chercheur, ce qui est difficile, c'est de lâcher son bébé. C'est hyper compliqué. C'est parce que j'étais à la recherche, c'est moi qui ai développé ça. Mais il faut se rendre compte que de la recherche à un produit vendu, il faut gérer des équipes, il faut gérer des hommes. Je le dis sans problème, et mes associés le savent très bien. Ils ont gardé leur situation à hospitalo-universitaire. Il n'y a pas d'équipe à gérer, il n'y a pas de responsabilité particulière. Voilà, tout ça, petit à petit, en fait, finalement, quand ils sont dedans, ils se rendent compte, ils comprennent. Mais finalement, il faut quand même être dedans pour comprendre cette difficulté-là. Et pour pénétrer, finalement, il faut essayer on essaie de trouver un niveau. Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure. On apprend. Je crois que c'est Reda qui a dit ça. On apprend du chercheur, et puis après le chercheur apprend de nous aussi. Et puis finalement, une confiance s'installe. La force, c'est le binôme. Et donc, vous pouvez aller voir Séverine, vous pouvez aller voir Régis, vous pouvez aller voir Étienne, vous pouvez aller voir plein de gens. Donc, et puis voilà. Moi, je voulais vous répondre, monsieur. En fait, pour reprendre la formule de Régis Bordet tout à l'heure, le pied dans la chaussette. C'est-à-dire, est-ce que ce résultat de recherche, on va pouvoir en faire quelque chose dans le champ économique ? Vous avez des structures qui monitorent tout le temps ce qui se passe dans les labos. C'est pas la peine d'aller dans tous les couloirs de toutes les universités de la région. Ces structures, elles s'appellent, on les a citées, Eurasanté, Euratechnologie, la SAT, et c'est elles qui vont vous dire est-ce qu'il y a beaucoup de pieds dans la chaussette au moment M où vous venez nous voir, et on vous dira quels sont les projets dans lesquels vous pouvez éventuellement vous impliquer. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, je crois, pour aller vers ceux qui produisent des résultats de recherche potentiellement valorisables. Je vois que Jean-Pierre Le Tartre a soif, donc je vous propose qu'on aille boire un coup et on peut continuer la conversation. Merci à tous, on peut applaudir les intervenants.